Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. C'est un podcast un petit peu paradoxal que celui d'aujourd'hui, car je vais vous parler du danger des nouvelles technologies. Pourtant, les technologies sont un outil merveilleux, qui me permettent d'ailleurs, à l'heure où vous m'entendez, de vous parler à travers un podcast. Un podcast qui est préenregistré, qui est diffusé grâce à Internet, que vous écoutez peut-être sur votre smartphone, sur un ordinateur, peu importe. Tout ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. Ce sont les nouvelles technologies qui me permettent, de faire des ateliers de parents avec des gens qui vivent en Thaïlande ou en Allemagne, de former des gens en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Israël, en Algérie. Enfin, j'ai des stagiaires du monde entier. C'est quand même extraordinaire. Nous vivons une époque merveilleuse. Et en même temps, malheureusement, ces nouvelles technologies présentent un certain nombre de dangers. Alors vous allez me dire que vous les connaissez, ces dangers, qu'on vous les a rabâchés, que vous connaissez ça par cœur, que vous êtes bien consciente du danger des écrans, des nouvelles technologies. Alors, je suis convaincue que vous avez en tête le risque d'addiction, par exemple, aux écrans. Très bien. Seulement, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite quand même à rester écouter ce podcast, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous ne faisiez pas attention. Et pour revenir sur le sujet de l'addiction, elle se manifeste par deux choses. D'un côté, une dépendance qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose. C'est donc une privation de liberté. Mais pour que ce soit une addiction, il faut aussi que la chose envers laquelle on est dépendant soit quelque chose de négatif. Quelque chose qui va nous nuire d'une certaine façon. Qui va nous nuire ou bien parce que ça va nuire à notre corps, par exemple fumer qui risque de provoquer des cancers, etc. Ou différentes drogues comme la cocaïne, l'héroïne, etc. L'alcool qui va détruire petit à petit notre foie. Ou bien des dangers parce que la substance va détruire petit à petit, par exemple, nos relations avec les autres. C'est le cas de l'alcool qui peut nous rendre violents par rapport aux autres. C'est le cas peut-être de l'addiction aux jeux vidéo qui nous enferme et qui nous empêche d'aller vers les autres, de passer du temps avec les autres. Mais si les technologies n'avaient pas un effet négatif, le seul fait qu'elles créent une dépendance ne suffirait pas à nous permettre de parler d'addiction aux nouvelles technologies. Or, je vais vraiment employer ce mot d'addiction aux nouvelles technologies, vous allez voir pourquoi. Alors, avant de continuer, je voulais simplement prendre quelques secondes pour remercier Béatrice. Béatrice qui a laissé ce très très gentil commentaire sur Apple Podcast, sur le podcast que vous écoutez. Voici ce qu'elle a écrit. Excellent podcast qui permet de découvrir la pédagogie Montessori à son rythme. Anne-Laure sait partager théorie et pratique grâce à sa grande connaissance et expérience de la pédagogie Montessori. Je suis ravie d'avoir découvert ce podcast juste avant d'accoucher de mon premier enfant. Merci. Merci à vous Béatrice. J'espère que, je ne sais pas si l'accouchement a déjà eu lieu ou pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent début de vie avec votre bébé. Et je vous remercie du fond du cœur pour ce très gentil commentaire. Si vous aussi, vous voulez aider ce podcast à mieux se faire connaître, vous pouvez laisser un avis, un certain nombre d'étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Je les lis tous et ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur d'avoir vos retours. Mais si l'on en revenait un petit peu à nos histoires de technologie. Je vous disais donc que les technologies, au-delà du simple risque de dépendance, présentent certains dangers spécifiques. Par exemple, des risques physiques. L'un des risques les plus importants, je dirais, avec les nouvelles technologies, comme les ordinateurs, les téléphones, les jeux vidéo, etc.,
c'est le problème de la myopie. Et moi-même étant myope, c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur. J'ai découvert récemment qu'un institut, l'Institut Brian Holden, estimait que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale serait myope. Oui, 1 personne sur 2 en 2050. À l'heure actuelle, d'après le syndicat des ophtalmologistes de France, il y aurait 2 fois plus de myopes dans la jeune génération, chez les 16-24 ans, que chez les personnes âgées. La jeune génération actuelle est 2 fois plus myope que nos aînés. Alors évidemment, le confinement n'a pas aidé pour différentes raisons. La première étant qu'on a eu davantage recours aux écrans et qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et vous allez voir que justement, le fait de sortir a une influence considérable sur la myopie. En fait, on croit souvent que la myopie est totalement héréditaire. En fait, c'est faux. La tendance à la myopie est effectivement héréditaire, il y a des prédispositions génétiques, mais la façon dont la myopie va évoluer dépend essentiellement du mode de vie de la personne, et donc de l'enfant, parce que c'est pendant l'enfance que la myopie se développe. Et donc si la myopie, 1, est prise en charge très tôt, et 2, que la personne, l'enfant, adopte un mode de vie approprié, la myopie peut rester très légère. À l'inverse, si l'enfant adopte des comportements nocifs pour sa vue, à ce moment-là, la myopie peut dégénérer et devenir de plus en plus forte. Moi-même, j'ai une myopie très forte. C'est-à-dire ce qu'on caractérise par une myopie supérieure à 6 dioptries. Un défaut de plus de 6 dioptries. Alors, comment faire, vous allez me dire? Effectivement, la proximité des écrans fait que l'œil va s'habituer à accommoder de près et va perdre l'habitude d'accommoder de loin. Tous ces écrans, nous les regardons de près, de trop près. Vous savez qu'on dit souvent qu'il ne faut pas se mettre trop près de la télé, mais malgré tout, même si on est à 2 mètres, 3 mètres de la télévision, on reste trop près. Ça reste une vision de près qui est utilisée. Et je ne vous parle pas des smartphones, des consoles, des petites consoles du type Nintendo DS, etc. Donc, le remède à tout ça, il est très simple. Alors, on ne guérira pas d'une myopie, mais on l'empêchera d'évoluer de façon trop négative. Pour ça, il faut 1, passer du temps en extérieur. Ne serait-ce que pour profiter de la lumière du jour. En effet, la lumière du jour a un effet régulateur sur la croissance de l'œil. Ça va éviter à l'œil de se déformer. Ça va l'aider à grandir correctement. Donc l'exposition à la lumière du jour est absolument fondamentale et pas à la lumière bleue des écrans. Donc c'est très bien de mettre des lunettes anti-lumière bleue, mais il faut surtout passer du temps dehors à la véritable lumière du jour. Et deuxièmement, il est important de jouer en extérieur, de faire des choses en extérieur. Pourquoi ? Pour forcer l'œil à accommoder aussi de loin. En fait, je me suis souvent demandé comment les personnes faisaient autrefois pour vivre avec de fortes myopies. Je me disais, mais si j'étais née à la préhistoire, si j'étais née, je sais pas moi, sous l'Empire romain, j'aurais été incroyablement handicapée au quotidien, sans lunettes. Et en fait, j'ai réalisé que des gens comme moi n'existaient pas tellement, justement parce que les gens passaient beaucoup plus de temps dehors, les gens ne passaient pas autant de temps à lire. Oui, le livre aussi nuit à la vue. C'est probablement comme ça que ma myopie a beaucoup dégénéré, mais bon, je vais être très franche, je ne regrette rien. Donc, je vais quand même pas vous inviter à renoncer aux livres pour vos enfants, mais peut-être réduire le nombre de technologies déjà. L'usage des technologies sera un premier pas qui nous évitera de perdre l'avantage des livres, tout en évitant un peu le risque des nouvelles technologies. Donc, autrefois, effectivement, les gens passaient du temps dehors, les gens avaient l'habitude de faire la mise au point avec leurs yeux, de loin. Ces muscles, si vous voulez, travaillaient tout le temps. Donc il n'y avait probablement personne de myope comme moi. Alors, il y avait des aveugles, il y avait des jeunes, des malvoyants, mais des myopes comme moi, probablement pas beaucoup. Peut-être des gens qui travaillaient sur des travaux très fins, très minutieux, et qui usaient leurs yeux. Malgré tout, je reste convaincue que
la plupart des gens, tous les gens en fait, vivaient en passant du temps à l'extérieur dans des milieux beaucoup plus ouverts que les nôtres. Donc voilà, les nouvelles technologies présentent déjà ce premier risque, ce risque de myopie. Deuxièmement, à force d'utiliser les nouvelles technologies, on ne regarde plus le monde directement. Soyez honnête. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, pour savoir quel temps il faisait dehors, de regarder l'application de météo de votre téléphone? Ou alors, est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui font ça? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu tendance, à certains moments, à vivre un événement à travers l'écran de votre appareil photo? Pour capter le moindre souvenir, pour capter la moindre beauté dans l'instant et l'immortaliser en photo. Alors, c'est très bien, ça part d'une intention qui est très noble, mais au final, vous ne regardez plus l'événement avec vos propres yeux. Si vous allez à un mariage et que vous passez votre temps derrière votre smartphone, derrière votre appareil photo, à voir l'événement non plus à travers vos yeux, mais à travers l'objectif, vous allez perdre beaucoup de ce mariage, de l'expérience de ce mariage. Aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, vous ne verrez jamais une plus belle image que celle que vos yeux peuvent vous fournir directement. Vous allez me dire, mais les appareils photo sont beaucoup plus perfectionnés que nos yeux. Ils peuvent capter beaucoup plus de détails. Ils ont une meilleure résolution que nos yeux, etc., etc. Mais de toute façon, votre photo, vous allez la regarder avec vos yeux. Donc de toute façon, l'image que vous allez voir sera limitée par la capacité de vos yeux. De même que on a des appareils qui peuvent enregistrer des ultrasons. Mais on n'a pas, je sais pas, on n'a pas comme les chiens ou les chauves-souris, la capacité d'entendre ces sons nous-mêmes. Donc même si on a un appareil qui les enregistre, nous, on ne les entendra jamais. Donc ça n'a pas d'intérêt d'enregistrer ces sons-là, dans l'absolu, pour vivre un événement. Ça a un intérêt scientifique et expérimental, évidemment, mais pas dans la vie de tous les jours. Vous avez aussi sûrement déjà remarqué qu'il y a des paysages, des scènes qui ne se photographient pas bien. Si vous êtes un photographe amateur et que vous avez déjà essayé de prendre en photo un feu d'artifice ou un coucher de soleil, ou un ciel à la fois nuageux et lumineux, le résultat n'aura sûrement pas été à la hauteur de vos espérances. Je suis convaincue qu'il y a des photographes qui sont capables d'immortaliser ces moments, mais la plupart du temps, la photo ne rend pas justice à la réalité. Alors, plutôt que de compter sur les nouvelles technologies pour percevoir le monde, percevoir le temps qu'il fait, voir le monde, entendre le monde, il vaut mieux travailler sur nos sens. Et vous savez que nos sens peuvent être travaillés, nous pouvons les raffiner, nous pouvons les améliorer, nous pouvons améliorer leurs capacités. Nous pouvons habituer notre œil à distinguer des nuances de couleurs beaucoup plus fines. Nous pouvons habituer notre oreille à distinguer des nuances dans le timbre de deux instruments ou dans la hauteur de notes de deux instruments. Nous pouvons sentir différentes odeurs et nous entraîner à mieux les distinguer. Même chose pour le goût ou le toucher. C'est d'ailleurs le cœur du travail de vie sensorielle Montessori que d'aider l'enfant à raffiner ses sens, à aller plus loin, à faire travailler tous ses sens, sa vue, son toucher, son ouïe, son goût, son odorat. Et cela permet, et c'est peut-être le plus important, de faire l'expérience du monde directement, sans la médiation d'un appareil technologique, sans la médiation d'un enregistrement. En plus, ça permet d'être vraiment dans le moment, de le vivre pleinement, en pleine conscience, ce qui est évidemment aussi un meilleur moyen de s'en souvenir, de se réjouir du moment, puisqu'on est beaucoup plus pleinement dedans. Et puis, le dernier danger d'utiliser sans arrêt ces nouvelles technologies, c'est qu'on finit par perdre totalement notre esprit critique.
Aujourd'hui, toute l'information du monde est à notre disposition à un clic de souris. C'est à la fois merveilleux, et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous m'entendez aujourd'hui, par exemple, et en même temps, c'est incroyablement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous posez une question, vous pouvez simplement chercher la réponse sur votre smartphone. Vous en avez pour 5 secondes. Sauf que dans l'affaire, vous avez sauté des étapes fondamentales pour votre esprit critique. 1. Vous ne vous êtes pas posé de questions. Vous avez une question de base, mais vous n'êtes pas allé chercher plus loin. Vous cherchez juste la réponse qu'on vous donne. Et cette réponse, vous ne la questionnez même pas. Deuxièmement, vous ne faites plus d'hypothèses. Quand on a simplement la réponse à sa question, on n'a pas besoin de faire des hypothèses sur quelle pourrait être cette réponse. On n'a pas besoin de réfléchir, d'envisager des choses, de faire appel à son bon sens, de faire des liens avec d'autres choses. Ça va de choses très simples à des choses beaucoup plus fondamentales. Par exemple, lorsque vous vous demandez quel âge peut bien avoir tel acteur ou telle actrice. Pourquoi ne pas réfléchir un petit peu à un film que vous avez vu avec eux et d'essayer de vous rappeler à quel âge vous avez vu ce film lorsqu'il est sorti, quel âge l'acteur ou l'actrice avait l'air d'avoir, d'essayer de faire un petit peu de calcul, d'essayer d'évaluer les choses. Et ensuite, vous pourrez vérifier. Plutôt que d'avoir la réponse tout de suite. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors oui, vous avez la réponse et vous savez qu'elle est juste, mais votre esprit n'a pas travaillé, votre esprit s'est ramolli. Et ça, c'est pour quelque chose, j'ai envie de dire, de basique, qui n'a pas grande importance. Mais lorsqu'on se pose des questions plus fondamentales sur notre société, comme quelle énergie est-elle vraiment verte ? Comment faire pousser ces légumes de façon plus respectueuse de l'environnement ? Comment élever ses enfants au mieux ? Ce ne sont pas des questions simples, ce sont des questions très complexes, pour lesquelles il faut faire des hypothèses, il faut réfléchir et il faut tester ces hypothèses, faire des expériences. Ça demande aussi d'observer les choses sur le long terme et de ne pas se contenter de la première réponse qui vient sur Internet. Surtout que ces réponses vont être contradictoires sur ces grands sujets majeurs. Donc plutôt que de prendre l'habitude, chaque fois qu'on a une question, d'aller chercher immédiatement la réponse sur Internet, pourquoi ne pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'émettre une hypothèse, de réfléchir encore pour savoir comment on pourrait tester cette hypothèse, de faire l'expérience, d'observer et d'analyser. C'est ça, en fait, le processus de réflexion. C'est ça le processus des sciences expérimentales. C'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on se fait une opinion. Ensuite, heureusement qu'il y a Internet pour pouvoir lire des choses, accéder à des informations que l'on n'a pas alors quand on ne peut pas mesurer ou expérimenter les choses par nous-mêmes. Heureusement qu'il y a Internet aussi pour lire des témoignages. Mais vous voyez bien que si vous vous êtes posé des questions, que vous avez fait des hypothèses au départ, vous n'allez pas lire ces témoignages de la même façon, sous le même angle. Vous allez les analyser. Vous allez les prendre comme un résultat d'expérience et les confronter à d'autres témoignages qui sont le résultat d'autres expériences. Bref, vous allez faire preuve d'esprit critique. Est-ce que ça n'est pas exactement ce qu'on voudrait transmettre à nos enfants ? Alors, vous voyez comment ces nouvelles technologies peuvent nous nuire à des degrés bien plus profonds que ce que l'on imagine en général. Et je ne vous parle même pas de toutes ces applications qui nous guident au quotidien, que ce soit via des cartes ou, je vais dire une anecdote assez rigolote à ce sujet. Nous habitons, dans la région où nous habitons, il y a une ville qui s'appelle La Rochelle, qui n'est pas du tout la ville de La Rochelle. Et justement, on nous a raconté l'anecdote récemment de ce maire de la petite ville, du village de La Rochelle, qui a vu débarquer un matin un car de touristes espagnols. Parce que le chauffeur avait mis La Rochelle sur son GPS. Et il ne s'était pas posé de questions, il avait suivi le trajet indiqué par le GPS. Bon, nous habitons près des Vosges, donc dans une région plutôt montagneuse,
absolument pas près de la mer. Et le chauffeur ne s'était pas posé la moindre question. Il ne s'était pas dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de port, il n'y a pas la mer. Ça ressemble pas vraiment à ce que je suis censée voir sur ma carte, là où il y a La Rochelle. Donc vous voyez comment on perd totalement l'esprit critique et comment ça peut conduire à des erreurs un petit peu bêtes. Donc ce quart de touriste espagnol a pu visiter la région, mais a dû repartir vers sa destination initiale en perdant dans l'affaire, je pense, une bonne dizaine d'heures de trajet. Vous imaginez, on est ravis quand on a passé toute la nuit à rouler dans un car, de savoir qu'on a encore 10 heures de route derrière soi. Donc voilà pourquoi j'aime les nouvelles technologies, je les utilise au quotidien, mon métier repose sur l'utilisation des nouvelles technologies, et pourquoi en même temps je reste extrêmement méfiante. Et pourquoi je vous invite à essayer de prendre du recul, même si c'est difficile, et j'en suis consciente que c'est difficile. Et j'espère que le fait de m'avoir entendu vous aidera à interrompre votre geste au moment où vous allez vous jeter sur Internet pour avoir la réponse à votre question, et vous encouragera à aller chercher d'abord dans votre tête des réponses de bon sens ou des réponses issues de votre expérience. Je vous récapitule rapidement ces risques des nouvelles technologies dont j'ai parlé aujourd'hui qui vont bien au-delà du risque d'addiction. Les risques physiques, comme celui de la myopie, le fait qu'on ne regarde plus le monde directement, mais à travers des enregistrements, à travers la médiation d'appareils qui ne font en fait que réduire nos perceptions du monde, puisqu'on ne pourra jamais avoir une plus grande perception des choses qu'en les percevant directement via notre corps. Chaque fois qu'il y a une médiation, un appareil, il y a une perte d'information pour nous. Et puis, enfin, la trop grande rapidité de l'information qui nous empêche d'utiliser notre esprit critique. Et oui, comme je vous le disais, il y a aussi toutes ces applications comme TripAdvisor, comme les avis laissés par des clients sur des objets, etc., qui nous laissent susceptibles d'être manipulés. Vous avez des entreprises qui créent de faux avis sur leurs produits. Vous avez des restaurants qui postent de fausses critiques de leurs repas. Bref, on est susceptible d'être manipulé via ces nouvelles technologies, bien plus que dans le monde réel. Surtout que la présentation d'Internet a tendance à lisser les choses et à mettre sur le même plan l'avis d'un inconnu qui est peut-être en fait l'avis du restaurant lui-même et l'avis d'un ami proche dont on connaît le mode de raisonnement et la façon de voir les choses. Tout ça va être affiché avec la même police de caractère, avec la même présentation, avec le même côté policé et professionnel. Donc bon, c'est un risque qui est quand même relativement plus faible, je dirais aujourd'hui, qu'il y a peut-être quelques années, mais qui reste encore présent. Et ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que le remède à ces risques des nouvelles technologies, en fait, il est extrêmement simple et il est au cœur de la pédagogie Montessori. Premièrement, passer du temps en extérieur. Je le répète souvent parce qu'on parle beaucoup des cartes de nomenclature Montessori, mais dans la pédagogie Montessori, on n'apprend pas les sciences naturelles en intérieur. On les apprend d'abord et avant tout à l'extérieur. Et ensuite, on va travailler à l'intérieur, on va analyser des choses, on va faire des expériences à l'intérieur aussi. Mais tout ce qu'on va apprendre dans la pédagogie Montessori, et en particulier au niveau des sciences naturelles, va reposer, sur notre expérience du monde, notre perception du monde, nos observations à l'extérieur, et deuxièmement, sur nos expériences. On fait énormément d'expériences dans la pédagogie Montessori avec les enfants de 3 à 6 ans déjà, pour les aider à faire des hypothèses et à mieux comprendre les choses. Deuxièmement, il y a la manipulation concrète des objets. On ne manipule pas de faux objets sur un écran à travers des commandes virtuelles. Non, nous manipulons l'objet réel. Nous pouvons le toucher, le sentir son odeur, sa chaleur. D'où l'intérêt aussi du bois, mais pas seulement du bois. Le bois, le métal, le tissu, l'osier, la laine, le feutre, plein de matières différentes dans la pédagogie Montessori qui vont nous aider
utiliser tous nos sens et à percevoir le monde dans toute sa richesse, et pas simplement à travers une souris ou un clavier, ou un écran tactile. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout ce rôle de la vie sensorielle Montessori, le raffinement des sens, le développement de nos sens, pour mieux percevoir les choses concrètement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout utiliser les nouvelles technologies, simplement être conscient de leurs limites, être conscient de leurs dangers, et peut-être compenser par une bonne dose bien supérieure de temps passé en extérieur, de manipulation de matériel Montessori, d'expériences scientifiques et du développement de tous nos sens. Et c'est valable pour nous comme pour nos enfants. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées pour encourager vos enfants à ne pas passer tout leur temps derrière les écrans, pour leur offrir le monde sur un plateau. C'est comme ça que j'aime bien présenter la vie sensorielle Montessori. C'est vraiment offrir à vos enfants la possibilité de percevoir le monde à travers tous leurs sens. Leur donner l'opportunité de sensations plus riches, plus diversifiées, plus fines, plus nuancées. C'est aussi l'opportunité de vivre des émotions extraordinaires. On vit une émotion, on vit l'émerveillement, on vit la gratitude ou l'admiration de façon beaucoup plus intense quand on est capable de percevoir la moindre nuance de couleur dans une forêt qui change à l'automne, quand on perçoit le mouvement ou le bruit des feuilles qui tombent, c'est l'automne, désolé, c'est ça qui m'inspire en ce moment, quand on sent les odeurs d'humus, quand on sent l'odeur d'herbes fraîchement coupées, le parfum de tels champignons, etc. Quand on sent toutes ces nuances, on vit une émotion qui est tellement plus riche et plus merveilleuse que lorsqu'on voit les choses d'un regard furtif et qu'on ne prête attention à rien. Donc voilà, pour moi, la vie sensorielle Montessori, c'est, on pourrait dire ouvrir les yeux des enfants sur le monde, mais c'est pas seulement ouvrir leurs yeux, c'est aussi ouvrir leurs oreilles, leurs doigts, ouvrir leur nez, leur bouche, ouvrir tous leurs sens pour percevoir le monde dans toutes ses merveilles et toutes ses richesses. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et encore une fois, si vous voulez encourager un peu ce podcast, aider d'autres parents à le découvrir, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.